Oui, sans plus tarder, donc on va commencer. Bonsoir tout le monde. Euh, Merci infiniment les différents collaborateurs qui ont accepté un samedi soir de participer donc à ce dernier forum de choix de spécialité. Inch'Allah, pour tous les futurs résidents, on a pu au cours de ces différentes soirées leur donner différentes idées sur les différentes spécialités. Ce soir, on va voir l'honneur d'avoir avec nous donc les représentants de la section neurologie, pédiatrie, néphro, génétique, endocrino et anesthésie réa. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Dr Eshraf Krawa, chef de section de neurologie de cette belle spécialité. Bonsoir à tous, marhaba bikom dans ce forum de spécialité. En fait, je ne suis pas seule, je suis avec Dr Imen Qassem pour vous parler de la neurologie. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur la neurologie, à part que c'est une spécialité très passionnante. Il y a toujours à apprendre, on ne se lasse jamais de cette spécialité. C'est une spécialité actuellement 4 ans, mais Inch'Allah, les 5 ans, parce que c'est vrai qu'il y a un besoin que cette spécialité passe à 5 ans. C'est une spécialité très, très riche en termes d'apprentissage, de raisonnement clinique, de sémiologie, de pathologie. Il y a beaucoup de sous-spécialités. Il y a beaucoup de recherches qui dit neurologie, dit neurosciences, dit recherche. Je vais parler un petit peu, mais après, n'hésitez pas à me poser des questions pour les nouveaux résidents, que je félicite, Inch'Allah Mabrouk, ou Inch'Allah, نشوفوا comme Inch'Allah des futurs assistants et de futurs agrégés, Inch'Allah. Donc, pour la neurologie, je disais il y avait beaucoup de sous-spécialités aussi. On peut faire de la neurophysiologie, on peut faire de la neurogériatrie, de la neuropédiatrie, on fait du neuro-inflammatoire, du neurovasculaire, et j'en oublie certainement. Donc, il y a beaucoup de créneaux. On est bien sûr toujours là pour les résidents. Tous les stages sont très formateurs. Sur Tunis, il y a 5 terrains de stage. Alors, il y a 2 à l'Institut, un service d'adultes, un service de neurologie pédiatrique, un service de neurologie à l'Asie, où il y a une grande activité. Imen en parlera de neurophysiologie, le centre Alzheimer et le centre sclérose en plaques. Il y a un service de neurologie à l'hôpital Charles-Nicolle, il y a un service de neurologie à l'hôpital militaire. C'est une spécialité, comme je le disais au début, où on fait beaucoup de recherches, où il y a beaucoup de progrès sur le plan clinique, thérapeutique. Tous les services pratiquement ont des laboratoires de recherche. Et donc, tous les neurologues sont très impliqués dans la recherche et les neurosciences. Voilà, il y a beaucoup de perspectives. On fait des gardes dans la plupart aussi des services. C'est pas ça reste des urgences spécialisées de neurologie. Sinon, pour tout ce qui est formation, nous avons beaucoup de CEC et de masters qui font partie de la spécialité. Par exemple, nous avons Imen, n'hésite pas à me rappeler si j'oublie quelque chose. Donc, on a le CEC de recherche médicale coordonné par professeur Guide. Nous avons le CEC d'Alzheimer et maladies apparentées. Il y a le CEC de neurophysiologie, tout ça à la faculté de médecine. Il y a aussi SOUS et SFAX, ils ont un CEC de vasculaire, de neurovasculaire. On a un CEC un master d'épileptologie donc de la faculté de médecine de SFAX. Nous avons aussi la co-coordination du master neurosciences EMN online, un master international méditerranéen qui se passe en coordination entre faculté de médecine et faculté des sciences.
Voilà, ça c'est pour. Il y a le CEC aussi de migraine et céphalée. Voilà, il y a les migraines et céphalées. Merci, Imen, pour le rappel. Ça, c'est à Monastir que ça se passe. C'est la faculté de médecine de Monastir. Nous avons aussi régulièrement une formation pour les résidents, des demi-journées de collège. D'ailleurs, le Berah Barka, enfin, une demi-journée. Nous avons plusieurs congrès, plusieurs journées en neurologie et dans toutes les manifestations scientifiques qu'on organise, il y a toujours une demi-journée de collège prévue pour les résidents. Nous avons aussi instauré les évaluations non sanctionnelles pour le moment pour les résidents, donc avec 2 niveaux qu'on fait pour les évaluations. On fait une évaluation pour les premières et deuxième années et une évaluation par rapport au niveau de difficulté, je veux dire, une évaluation pour les troisième, quatrième années, en moyenne 1 à 2 fois par an, ça dépend des contraintes et des activités. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est une spécialité, c'est-à-dire quand on la commence, on accroche tout de suite. Surtout si on est passionné, si on est mordu de recherche, on est un clinicien, alors là, vous allez trouver votre compte. La neurologie, c'est un bon examen clinique, c'est une belle sémiologie. C'est tout un raisonnement. On voit le patient, on fait le regroupement syndromique, on fait le diagnostic topographique, on raisonne beaucoup, on fait des discussions et c'est très passionnant. Il y a beaucoup d'avancées sur le plan exploration aussi en neurologie et c'est une spécialité ouverte à plusieurs disciplines aussi. On fait beaucoup de pluridisciplinaires. Et voilà, la communauté neurologique, elle est très active, elle est très unie et je vous encourage vivement à venir. Voilà, en neurologie, vous ne le regretterez pas. Imen, si tu veux rajouter quelque chose et après, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Oui, merci beaucoup, Shraf. Bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Lina Col. Alors, tu as presque fait le tour, Shraf. Je rajouterai juste que sur le plan soins, c'est une spécialité qui est très ouverte. En fait, on fait des explorations neurophysiologiques. On a la possibilité de faire tout ce qui est biopsie musculaire, tout ce qui est biopsie cutanée. On peut faire tout ce qui est génétique et biologie moléculaire, tout ce qui est exploration radiologique, imagerie. On peut avoir des formations en neuroradiologie. Maintenant, il y a une évolution très importante d'un point de vue diagnostique et thérapeutique. Donc, on est ouvert à tout ce qui est imagerie fonctionnelle, à tout ce qui est biomarqueur. Le deuxième volet qui est très intéressant actuellement, c'est d'ailleurs on organise une journée prochainement avec pour thème Yes We Care parce que initialement tout le monde a cette impression que en neurologie c'est uniquement des maladies neurodégénératives qu'on peut pas traiter. Ce n'est plus vrai. Les choses ont réellement avancé. Il y a des traitements qu'on peut proposer à nos patients qui n'existaient pas 10 ans auparavant. Donc, les choses vraiment sont en train d'évoluer. La recherche aussi prend sa place en Tunisie, en particulier en neurologie. D'ailleurs, on a pu mettre en place un centre d'investigation clinique. C'est un centre de recherche. اللي في تونس فما 4 أكاهو منهم 2 منهم c'est de la neurologie واحد basé في الرازي واحد في صفاقس pour vous dire que la recherche prend une place très importante en neurologie. Voilà, donc pour ceux qui voudraient aussi, ça dépend des carrières après, شي يحبوا يمشوا البريفي محلول معناتها il y a du boulot donc في le carrière hospitalière universitaire aussi il y a le point fort de cette spécialité c'est qu'on peut avoir des sous-spécialités et être un leader في الدومين اللي نحبوا عليه la neuro-ophtalmo, la neuro-oncologie, la neurogénétique, la neurophysiologie, l'épilepto, le vasculaire,
كل واحد معناتها باش يلقى البلاصة نتاعو. Voilà. Merci, Imen. Je confirme, c'est fascinant. D'ailleurs, félicitations, docteur Krao, البارح حضرت عليك في l'STBC. C'est un monde de la neurologie. Encore un créneau dans le créneau. Ouais, Exactement. Et puis, alors là, voilà, il faut être vraiment passionné. Je pense que ça passionne énormément. ويحب انه يولي اللي موجود. ديما question classique, le stage obligatoire, mais les stages optionnels, qu'est-ce que vous conseillez quand femme a des stages optionnels? Les stages optionnels, oui, bien sûr. Femme a le stage psychiatrie, femme a un stage de radiotage, de médecine interne. En tout cas, il faut qu'il fasse au 6 mois de stage optionnel, bref, le cursus des stages obligatoires en neurologie. Ou d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle, Habib Moukoul, qui m'a parlé de Dr. Karaw Ashraf. La neurologie, c'est une spécialité de 5 ans, match 4 ans. Prochainement, en 2023, je crois, tu corrigeras Ashraf. Et c'est tellement vaste, c'est tellement que on a besoin de. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, les résidents, ils réclament ça maintenant. Oui, tout à fait. Donc, c'est une spécialité où on n'est jamais. On peut jamais dire qu'on est bon, qu'on a tout appris, qu'on maîtrise tout. Donc, généralement, on est tous bons neurologues, mais après, il y a toujours quelqu'un qui maîtrise un domaine ou un créneau un peu plus que les autres et on se expertise en plus. Je voulais dire aussi que le stage de neurologie pédiatrique, c'est un stage de neurologie obligatoire, c'est pas une sous-spécialité, d'accord? Mais bon, c'est vrai que c'est un passage aussi bénéfique, mais ça ne fait pas partie des stages optionnels. C'est un stage de neurologie comme tous les autres stages. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sonia, de ton côté? Bon, femme Mohamed, il a levé la main. Peux-je te le micro et Mohamed t'es'al directement ta question? Aslema Mohamed. Allô? Hazidou قاعد. ولا اكتب على الشات الكيستيون واحنا تو نقراوها. فاتني كان عندك مشكلة في الميكرو. محمد نسمعوا فيك ميكرو مقصوص. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'initiative, c'est très bénéfique pour nous. أما سامحوني قصت بالغلط على الماء. ماشي علاش مازال تحب تزل حاجة نغو. Vas-y. Merci. Hein? Elle vous intéresse pas la spécialité? D'ailleurs, a priori, que l'évaluation en cours de parcours. Les autres collèges مازالوا ما قروش. Ça fait 4 سنين minimum. Donc, Dr. Guider a mis en place des évaluations du collège et et vraiment tous les enseignants participent à cet effort, corrige après les évaluations sous forme d'appréciation. Bien sûr, c'est pas nominatif, mais on leur corrige le plan, comment structurer la réponse, comment ils doivent mettre des mots-clés en neurologie. Avec ça, il y a une activité pédagogique et
et ça marche très bien. On sent que le niveau, même après les examens de spécialité, qu'il est bien encadré. On peut relancer la vidéo, docteur Mahjoub, la vidéo qui a été faite l'année dernière par une résidente qui m'a elle était interne, elle est passée dans l'interne après elle a fait une vidéo pour parler. يقعدوا يدوروا معناها يحط فيديو باغ اكزومبل اي دونك قعدت من عامين ولا قعدت موجوده هي والفيديو alors qu'elle n'avait pas encore choisi la spécialité mais elle était aussi mordue واختارت neuro elle était très très bien classée في الريزيدانا. عايشه قداش كلاسيت عدت معاكم انترن ايمان دكتور قاسم؟ عايشه elle était parmi en tout cas je sais qu'elle était 5e ولا حاجه تبارك الله عليها c'est une spécialité علاش قلت لك معناها elle est passionnante. Voilà, il faut si on aime, on ne regrettera jamais le choix parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement d'avancées et d'actualités, on ne se lasse jamais. Voilà, marhaba bik, comme dans la spécialité. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou on répondra à vos questions. Merci. Merci, Dr. Mahjoub. Ok, يعطيكم الصحة. يفضلكم, merci. ومرحبا donc معنا. Résidents seront passés sur toutes les surspécialités. Aussi, vous avez posé la question à Dr. Qara à propos des stages optionnels. En pédiatrie aussi, on a des stages optionnels. On peut faire de la pédopsychiatrie, de la chirurgie pédiatrique, de la génétique. C'est des surspécialités des spécialités qu'on ne peut pas faire à travers la pédiatrie. Mais il faut les voir. Donc, comme le cursus de la pédiatrie n'est que de 4 ans, donc là, c'est un peu difficile parce que c'est une spécialité qui demande beaucoup de raisonnement, de recherche, d'expérience. Donc, 4 ans, c'est un peu insuffisant. Donc, ce qui est prévu pour cette spécialité, c'est le passage vers 5 ans de spécialité. Comme ça, on aurait fait 1 année de néonatologie et 4 années de pédiatrie. Ce qui est prévu prochainement, pas encore en application. Et à partir du moment où on aura 5 ans de spécialité, on aura vraiment l'occasion de passer par le stage optionnel, comme je vous ai dit, pédopsie, chirurgie péd et génétique. Sinon, pour les surspécialités, il y a des services qui sont dédiés à ça, c'est-à-dire que si vous voulez faire de l'endocrinopédiatrie, on va passer par le service PUC. Là, on va les connaître, ces stages-là, au fur et à mesure qu'on avance dans les stages de résidents. Je peux dire, qu'est-ce que je peux dire autre? Voilà, par rapport au CEC, les CEC, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, pourquoi? Parce que chaque CEC, on trouve quelque part une partie pédiatrique. Donc, vous avez, à part les CEC dédiés à la pédiatrie, comme les CEC de réanimation pédiatrique ou CEC de métabolique, les autres CEC aussi intéressent l'enfant. C'est-à-dire que pour le CEC de pneumopédiatrie, d'immunoallergologie, il y a toute une partie qui s'intéresse à l'enfant. Exemple aussi, dans le CEC de sommeil, il y a une partie qui s'adresse à l'enfant, à la pédiatrie. Donc, c'est un domaine très vaste. C'est une spécialité qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup de sacrifices. Il y a des urgences qu'il faut voir et qu'il faut être disponible pour les voir. Mais elle est très passionnante et quand on aime, on ne peut pas avoir. Vous avez, je pense voir
voilà, j'ai fait le tour pratiquement de toutes les rubriques. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Perspective carrière hospitalière universitaire, privée et stage à l'étranger. Alors, pour la malade, déjà, vous avez, ça marche en libéral, mais en libéral, ce que je peux dire en libéral, c'est que la surspécialité ne marche pas tellement. Donc là, on va voir venir les enfants qui ont une pathologie générale et les enfants qui ont la spécialité que vous faites. Et ce n'est pas possible toujours de gérer ça. En hospitalier, bien sûr, là, c'est la spécialité où les seniors quittent le moins le champ, l'hôpital universitaire. Donc, voilà, on peut faire à travers les surspécialités, vous pouvez avancer dans votre cursus et vous pouvez aussi aller à l'étranger. Moi-même, je suis partie à l'étranger en étant universitaire. Donc, oui, les perspectives de stage à l'étranger ou d'études à l'étranger est toujours possible, surtout en pédiatrie, à travers ces surspécialités. Voilà. Autre question? Je pense que vous avez fait le tour. Classiquement, c'est les types d'interrogations a priori. Donc, voilà. Il n'y a rien sur le chat. Donc, on a fait le tour. Merci Inès. Donc voilà, on peut passer donc à l'anesthésie réa. Donc Dr Walid Salemi est avec nous, qui va nous parler de cette belle spécialité. Alors bonsoir tout le monde. Donc c'est ma spécialité préférée et ça restera encore après un cursus de 12 ans. Donc c'est la meilleure, Walid. C'est l'anesthésie réanimation. D'accord. Je précise bien l'anesthésie et réanimation parce que là, l'autre spécialité qui est la réanimation médicale. Et qui dit anesthésie et réanimation, c'est dire polyvalence. Donc, c'est une spécialité qui dure 5 ans, donc 10 semestres, et le résident a le droit et optionnellement de faire un seul semestre sur les 5 ans. Et la spécialité qu'on demande de le faire comme optionnel, mais n'est pas obligatoire, c'est la cardiologie, parce que c'est une spécialité qui marche bien. C'est une spécialité qui est passionnante, elle est très riche et pleine de recherches, et elle comporte un enseignement théorique, bien sûr, et un enseignement pratique. L'enseignement théorique, c'est sous, bien sûr, l'égide du Collège national d'anesthésie et réanimation, avec qu'on a validé dernièrement. D'une chose, c'est la société qu'on a, la Société tunisienne d'anesthésie et d'analgésie réanimation, et qui travaille activement sur les stations santé, essentiellement les journées santé. Donc, le théorique se fait selon les modernes ou en pédagogique dans l'apprentissage de nos résidents. Et pas mal de choses qu'on peut apprendre à travers la simulation. Donc, tous les résidents ont un tour de médecine de Tunis et les CEC de simulation, et dans chaque faculté, il y a un CEC de simulation pédagogique en soins de santé. Il y a aussi les CEC de pédagogie de santé. Il y a le CEC de l'insuffisance circulatoire aiguë, et ça prête bien avec la spécialité surtout dans le volet réanimation, et c'est la faculté de Sfax. Et bien sûr, les laboratoires de recherche qu'on dispose presque dans chaque hôpital qui est universitaire du moins.
J'ai dit un enseignement théorique, mais aussi un enseignement pratique. Et l'enseignement pratique se fait, bien sûr, dans les différents services d'anesthésie et de réanimation des hôpitaux de Tunis, de la Tunisie. Et ce sont des hôpitaux hospitalo-universitaires et qui sont reliés aux 4 facultés, bien sûr, Sfax, Monastir, Tounes et Sousse. Bien sûr, pendant ce cursus de 5 ans, vous êtes bien accompagné tout le temps avec un senior qui vous guide et qui vous apprend les différentes techniques de monitorage, la prise en charge d'un malade en état critique et tout le temps, vous êtes accompagné. Sinon, un stage de perfectionnement à l'étranger, c'est après, bien sûr, approbation par le Collège national d'anesthésie et réanimation et le ministère de la Santé. Et généralement, en suivant une grille bien établie par le ministère et le Collège national d'anesthésie et réanimation. Donc, c'est une spécialité qui comporte bien sûr 2 volets. Je dis anesthésie et réanimation. Il y a le volet anesthésie. Bien sûr, vous êtes dans la médecine périopératoire. Donc, c'est le préopératoire, le péropératoire et le post-opératoire. C'est comme si vous allez faire un vol avec l'avion. Vous allez avoir le décollage, après l'entretien et après le décollage. C'est où le résident, pendant cette période où on endort le patient, généralement, il le voit à la consultation, qu'on appelle la consultation d'anesthésie, avant de faire l'anesthésie. Cette consultation d'anesthésie, bien sûr, elle comporte l'interrogatoire, l'examen physique et les recommandations qu'on va donner aux patients sur les conseils génétiques, quels sont les traitements à enlever, quels sont les traitements à arrêter et quels sont les traitements à poursuivre. Voilà. Et bien sûr, vous allez avoir une conclusion. La technique anesthésique que vous allez autoriser, bien sûr, en tenant compte du terrain, du risque lié à la chirurgie et du risque lié à l'anesthésie. Donc, c'est un défi que vous allez faire et vous allez être essentiel de la phase péropératoire. Vous allez faire l'induction. C'est comme si on va endormir le patient tranquillement. Et après la phase d'entretien, et après, vous allez réveiller votre patient. Et bien sûr, vous êtes content si le malade se réveille à temps en suivant les recommandations préétablies. Voilà. Ça, c'est pour l'anesthésie générale, mais il y a une autre technique d'anesthésie actuellement, c'est l'anesthésie locorégionale. L'anesthésie locorégionale, eh bien, c'est un océan de techniques qui se prête bien à l'anesthésie locorégionale. De la simple arachy-anesthésie où on met un produit au niveau des ariennes tranquillement, jusqu'à la péridurale, ou bien les techniques modernes d'anesthésie locorégionale, moyennant l'utilisation de l'exploration par les ultrasons. Voilà, ça c'est pour l'anesthésie générale et pour l'anesthésie locorégionale, eh ben, vous allez apprendre plein de choses, plein de techniques, et jusqu'à maintenant, moi, il y a des techniques que maintenant je les découvre, et probablement il y a des qui viennent dans le futur qu'on doit apprendre. Voilà. Donc, c'est un apprentissage facile, c'est technique, c'est un apprentissage qui est rentable et qui fait la différence entre les médecins anesthésistes par la suite. Ça, c'est pour le volet anesthésie pure. Mais il n'y a pas que l'anesthésie, il y a la réanimation qui découle dans les suites. Parce qu'on dit qu'un bon anesthésiste, c'est un bon réanimateur. Alors, donc, vous êtes devant des patients en état critique, des patients en syndrome de défaillance multifacérielle partout, où toutes les autres spécialités paniquent. Et vous êtes les derniers
il est seul à réfléchir et régler le problème de votre patient. Là, bien sûr, vous serez très content si le malade émerge par la suite. C'est un défi que vous allez tracer et notre objectif, c'est de gagner ce défi. C'est une spécialité qui est passionnante, le volet surtout réanimation que je le fais maintenant, surtout avec l'utilisation des différents moyens actuellement disponibles des techniques de monitorage. Et là, ça facilite encore la tâche et ça facilite encore la prise en charge de nos malades et ça améliore encore la survie de nos malades hospitalisés en service de réanimation. Il y a plein de moyens de monitorage sur le marché. Plus on maîtrise ces moyens de monitorage, plus on est safe pour nos patients. Bien sûr, sans oublier l'apport actuellement qui est d'un grand apport, c'est l'apport de l'échographie. Et là, vous allez trouver l'échographie dans les différents domaines de la réanimation. De l'échographie pulmonaire, que actuellement, il y a plein de diagnostics qu'on fait avec l'échographie pulmonaire. Et le médecin anesthésiste, un parmi les médecins qui maîtrisent l'échographie pulmonaire, même avant les radiologues. Et l'échographie cardiaque aussi et la gestion des malades en état critique. Si vous allez apprendre à maîtriser l'échographie cardiaque, et surtout en faisant le CEC qu'on a à la faculté de médecine de Tunis, vous allez apprendre plein de critères pour gérer votre patient hospitalisé en RIA. Il y a d'autres méthodes, je ne sais pas, pour ne pas oublier la majorité d'entre le V1000, le PICO, le volume bio, ça c'est des méthodes récentes et qui nous facilitent la tâche à côté de nos malades hospitalisés en RIA. Voilà, donc il y a plein de gestes que vous allez apprendre, plein de recherches dans cette spécialité et il y a plein de sous-spécialités dans cette spécialité elle-même. Et vous pouvez maîtriser pas mal de sous-spécialités au niveau de l'anesthésie et réanimation. Il y a aussi les techniques de éco-guidage. Là, vous pouvez faire l'anesthésie loco-régionale sous écho, les blocs plexi, et on peut opérer un malade en faisant un anesthésie locale sous bloc, surtout pour les malades. Il y a plein de techniques anesthésiques que vous pouvez apprendre, et surtout les techniques en réanimation. Par exemple, la trachéotomie percutanée. Vous pouvez sauver vos malades, surtout en RIA. Bien sûr, le chirurgien a un grand apport dans tout ça, mais on peut apprendre les gestes percutanés et les gestes via une endoscopie, bien sûr, des gestes bronchiques. Il y a le Doppler transcrânien et tout ça. Donc, si je vais dire un mot sur ce qui se passe en privé, au bout de 5 ans, vous êtes autonome à faire l'anesthésie et à faire la réanimation. Bien sûr, si quelqu'un veut se spécialiser dans une petite spécialité, il peut le faire et les perspectives sont toujours ouvertes, soit en Tunisie ou bien à l'étranger. C'est un monde à part. C'est une sous-spécialité. Anesthésie en pédiatrie, c'est une sous-spécialité. Anesthésie en réanimation, en neurochirurgie, c'est une autre sous-spécialité. Donc, pour le privé, 5 ans, vous êtes autonome, vous pouvez faire ce que vous demandent donc les patients, au moins de base. Donc, concernant la carrière hospitalo-universitaire, bien sûr, c'est une spécialité qui est ouverte et il y a plein de monde qui nous demandent nos médecins anesthésistes réanimateurs. Et là, dans les 2 derniers examens de spécialité, tellement notre spécialité elle est demandée à l'étranger que bien sûr on perd
puisqu'on fait la formation correctement et on suit nos résidents, on l'accompagne pendant la formation. Et du coup, tout le monde veut cette spécialité. Et bien sûr, la carrière hospitalo-universitaire, elle est ouverte pour tout le monde et suivant une grille, bien sûr, pour ceux qui souhaitent faire la carrière hospitalo-universitaire, l'assistanat, l'agrégation et le professorat. Les perspectives sont toujours ouvertes. C'est une spécialité qui est riche. C'est une spécialité qui, si je résume, qui est magnifique, qui est faite pour les passionnés, polyvalente, beaucoup de réflexion dans la prise en charge des malades, que ce soit en anesthésie ou bien chez les malades critiques en réanimation. Et bien sûr, vous l'aimez dès le premier contact. Plusieurs sous-spécialités à votre disposition. Vous pouvez maîtriser pas mal de choses avec cette spécialité. Et bien sûr, à vous le choix de choisir entre ces différentes spécialités pour nos chers résidents et résidentes. Et vous êtes les bienvenus à notre spécialité. Je vous remercie. Walid, est-ce que je pense que c'est une spécialité, c'est vrai, de pointe ou stressante dans le sens où le médecin, anesthésiste, réanimateur, il est appelé à prendre une décision rapidement في situation assez critique. Donc, je pense que sur le plan pratique, comme les ateliers de simulation, je pense que ça aide énormément. Si, on a les ateliers de simulation et actuellement, chaque faculté, elle dispose d'un centre de simulation à part. Et du coup, les résidents dans la spécialité, ils ont un accès au centre de simulation et surtout dans l'enseignement qu'on fait dans le collège et on pratique la simulation tout le temps presque. Très bien, je pense que c'est un avantage énorme, hein, la simulation. Je pense que c'est un avantage énorme de mettre sur des simulations. Bien, c'est un avantage énorme parce que le principe de la simulation, vous connaissez tous, le principe de la simulation, c'est jamais la première fois sur un patient. Donc, on va apprendre les choses critiques, les situations critiques, les décisions difficiles, les décisions qui demandent 2-3 secondes, des réflexions qui sont rapides. Et du coup, on le fait sur manquance, haute fidélité, et après, on passe au malade. Et du coup, c'est un grand avantage de l'apport de la simulation dans l'enseignement qu'on fait pendant la période de résidence, pendant les 5 ans. Voilà. Donc, ils ont accès à un programme régulier sur les simulateurs. Hein? Oui, il y a, en suivant les cours de collège, il y a un accès. Donc, bien sûr, il n'y a pas tout l'enseignement qui se fait par simulation, mais il y a des thèmes qui se prêtent bien à, par exemple, l'arrêt cardiaque, aller faire l'arrêt cardiaque et c'est la simulation qu'on va faire. Donc, à partir de la simulation, on peut faire le tour sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque, que ce soit préhospitalier ou bien interhospitalier. Voilà. Il y a des thèmes qui se prêtent bien à l'apprentissage par simulation. Il y a d'autres qui se prêtent à l'apprentissage au lit du malade, sur dossier, des séances ARC et ainsi de suite. Voilà. Okay. Dernier concours, قديش عندكم الكانديدات عادة fin de spécialité? L'avant-dernier concours, أنا فيه membre du jury, c'était 49 et le dernier, c'est 69. Voilà. اللي هو ça remonte à 2 semaines. Oui, exactement. C'est un chiffre record. Voilà. J'espère que يقعدوا فاتني ويخدموا في تونس. احنا ماذا بينا يقعدوا فوار يزيدوا. Voilà. Ok, merci Aïcha Walid. Merci infiniment donc, pour ton intervention. On passe la parole donc à l'équipe de génétique. Donc, Dr Inès معنا. مرحبا. Bonsoir, Aïcha, merci beaucoup. Donc, ça me fait plaisir donc, de participer une deuxième fois donc, à ce programme, à spécialité. Je commence par féliciter le nouveau résident, Mabrouk, félicitations. Tous mes collègues ont avec beaucoup de passion à la spécialité, mais je ne vais pas dire le contraire. C'est une spécialité passionnante. Quand on aime la génétique, finalement, on ne peut pas s'en détacher. Le petit souci, c'est que la génétique, je vais faire l'externat.
Donc, هذاك le problème. ساعات les résidents يجيو مش فاهمين شنو نعملوا بالضبط. Donc, la génétique est une spécialité de 4 ans. Donc, c'est une spécialité où on fait actuellement le cursus donc, au cours de cette année, où on fait 3 ans de stage donc, obligatoire dans la spécialité et une année de stage optionnel qui comporte un stage optionnel obligatoire lié à la biochimie et un stage optionnel complémentaire, si on peut dire ça, l'inajmikoun, l'hémato ou encore l'immunologie. On peut faire aussi des stages de clinique, mais ce n'est plus dans le sens recommandé de la néonate ou de la pédiatrie, on s'éloigne un peu de la clinique, sachant que la génétique à la base c'est une spécialité mixte. On a ce privilège, voilà, cette particularité, on est entre le fondamental et le clinique. Donc, on fait beaucoup de fondamental. C'est une spécialité de recherche, c'est une spécialité qui étudie la base même de la vie. L'ADN, c'est la vie, c'est l'origine de la vie. Donc, on a beaucoup de sciences fondamentales. Mais en même temps, on va appliquer ça directement chez nos patients lors de nos consultations, ou lors de nos diagnostics en laboratoire, ou encore lors des réunions de conseil génétique. Donc, à travers donc, les consultations, on fait beaucoup de consultations. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, c'est une spécialité, on a un enseignement, donc un CEC à la fac, le CEC de génétique et de génomique médicale. C'est un passage obligatoire de tous les résidents, je dirais. Sinon, on peut faire les autres COC parce que finalement, on collabore beaucoup avec les autres spécialités et surtout avec certaines spécialités comme la pédiatrie, comme la gynécologie, la neurologie et la neuropédiatrie, comme vous venez de voir avec donc Dr Tabitsi ou encore Dr Krao, avec la pédopsie aussi. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pour les perspectives, en fait, c'est une spécialité essentiellement hospitalière, voire hospitalo-universitaire. Il y a la possibilité de travailler donc en libéral, mais la demande et la complexité de la demande fait qu'on n'a pas besoin de beaucoup de labos de génétique actuellement, on va dire, en privé. Par contre, en étatique, il y a assez de terrains de stage, on va dire, pour accueillir le nombre actuel des résidents. Donc, on a deux terrains de stage, donc 2 services à Tunis, à Charnicole et à Al-Marsa, et puis un service à Sfax. Donc, généralement, les résidents, ceux qui sont de Tunis et qui ne veulent pas quitter Tunis, ils seront entre Charnicole et Marsa. Ceux qui sont des autres régions de la Tunisie et qui ont la possibilité, entre autres, donc, de faire un stage à Sfax, ils feront, en plus de leur passage à Tunis, donc un stage à Sfax, en plus de leur stage, bien sûr, optionnel. Pour le stage à l'étranger, donc, c'est une spécialité où le stage à l'étranger, je dirais, est pratiquement obligatoire. Personne, ou presque, sauf situation particulière, ne passe la fin de spécialité sans avoir fait un stage d'un minimum, donc généralement 1 année à l'étranger. Même avec les dernières restrictions au niveau du ministère, on s'arrange pour que tous nos résidents actuellement, parce que pratiquement c'est des filles, fassent une année de stage à l'étranger, sélectionnée. Bon, la sous-spécialité que je choisis parce qu'il y a beaucoup de sous-spécialités, compléter leur donc des masters ou encore des diplômes universitaires qu'ils peuvent faire à l'étranger. Pour la sous-spécialité, on est tous généticiens, mais on sous-spécialise parce que c'est vaste, parce que c'est large, et puis parce que c'est intéressant d'être à la fois dans ce qu'on fait. Donc, il y a la cytogénétique, classiquement le karyotype et les chromosomes. Et puis, il y a la biologie moléculaire. Et puis, il faut savoir que quand il y a une spécialité qui est en évolution continue, donc, il est très rapide, je dirais même
هذاك في الفورماسيون عندها؟ pour être vraiment dans la spécialité. Sinon, il y a le CEC de donc tout CEC de loin ou de près va être intéressant pour un généticien. Très bien. Je pense que également vous pouvez intervenir dans tout ce qui est formation, donc comme fondamentale. Je peux vous dire. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Merci à Tiksaha. Merci à vous, merci. Marhaba pour nos futurs résidents et résidentes. Inch'Allah, Inch'Allah. Ok. Le plaisir d'avoir avec nous Mariam Zidi. Merci à Mariam. On te à la dernière minute et tu réponds à la dernière minute. Je ne suis pas du tout préparée, mais bon, d'une manière très spontanée, de répondre éventuellement à vos questions. Donc, c'est l'objectif. Donc, l'endocrinologie, donc c'est une spécialité où le résident doit faire donc 4 semestres, donc plutôt 8 semestres, donc c'est 4 ans. 4 ans avec au moins 3 ans d'endocrino et puis 2 semestres optionnels avec un semestre de sciences fondamentales, c'est-à-dire essentiellement dans l'endocrino, c'est plutôt la médecine nucléaire puisque la pathologie thyroïdienne, la biochimie, la génétique. Ça, c'est pour le stage optionnel donc de spécialité fondamentale et un stage ZEDA optionnel de médecine, que ce soit par exemple la nutrition qui se rapproche un peu de l'endocrinologie, de médecine interne, d'infectieux, tout. Donc, en gros, c'est le cursus du résident, donc c'est 4 ans. Et puis, c'est une spécialité qui touche un peu à tout. Donc, c'est une spécialité qui n'est pas très stressante, je dirais. Elle est passionnante. Donc, comme vous le savez, donc les glandes et les hormones, donc on touche un peu à tous les organes, sans pour autant se concentrer sur un seul organe, puisque les manifestations sont un peu touchent un peu tout le corps. Donc, on s'intéresse à tout finalement. Donc, elle est très logique, elle est passionnante. Donc sûrement, vous avez une idée à travers votre externat. Et puis, pour l'apprentissage durant le cursus du résident, donc, il y a la possibilité de faire donc, des CEC. Donc, le CEC de thyroïdologie. Le CEC de podologie qui peut être intéressant. Un diabète, dans l'une des complications, c'est le pied diabétique. Au CEC de PMA, donc de procréation médicale assistée, tout ce qui est les gonades, tout ce qui est pathologie, donc de la fertilité, etc. Donc ça nous intéresse. Donc voilà en gros. Donc, concernant les perspectives, donc c'est une spécialité qui touche un peu à tout. Donc, le diabète, c'est la pathologie principale, c'est très fréquent. La thyroïde, c'est très fréquent, tout ce qui est pathologie de la thyroïde.
Et puis, il y a les autres glandes. C'est donc la parathyroïde, l'hyperparathyroïdie primaire, c'est une pathologie très fréquente. Et donc les pathologies les plus fréquentes. Les autres glandes, ZEDA, donc la surrénale, l'hypophyse, les gonades, donc firment leur pathologie. Et donc, en général, les perspectives que si quelqu'un envisage une carrière dans le privé, donc c'est une spécialité qui marche entre guillemets, mais bien sûr il n'y a pas d'acte, contrairement à d'autres spécialités comme la cardiologie ou à la gastrologie, d'autres spécialités médicales, je veux dire. Il y a la possibilité de faire des actes, etc. Donc c'est essentiellement de la consultation, de la clinique, etc. Concernant le côté hospitalo-universitaire également, c'est une qui est encore très ouverte. Pour ceux qui aiment l'hospitalo-universitaire également, donc c'est encore ouvert. Comme le privé, le bara, et donc parfois on se retrouve une année sur deux, un peu moins, à des postes d'assistanat et donc c'est également ouvert le côté hospitalo-universitaire pour ceux qui aiment ça. Si vous avez des questions. Le chevauchement avec les médecins de famille, ça veut dire quoi? Est-ce que vous ne traitez pas les mêmes pathologies? C'est vrai que le diabète de type 2, entre guillemets, c'est une pathologie fréquente. FAMA, une partie que le médecin de première ligne doit, bien sûr, que tout médecin et le médecin de première ligne doit savoir aborder, ou FAMA Hajet, qui dépasse le médecin de famille, qui touche le spécialiste, et donc qui seront vus par le spécialiste, bien sûr. En fait, un diabétique, il est pris en charge par un médecin de première ligne, un médecin de famille. Oui, en cas de complications, là, comment ça se passe exactement? Bien sûr. Donc, un diabète, on ne prend pas en charge en troisième ligne tous les patients diabétiques, sinon on ne s'en sort plus. Et donc, si vous permettez, on n'a pas pu joindre nos collègues spécialité nutrition. C'est différent de la nutrition. Donc, l'endocrino, c'est les glandes, c'est les hormones, c'est les différentes glandes. Donc, le diabète, c'est vrai que c'est une pathologie qui se chevauche un peu avec la nutrition. Qui m'apporte que le médecin de famille, il voit les patients diabétiques de primo-découverte, chez qui le traitement ne pose pas de problème, chez qui le terrain zéro problème, les complications, c'est de femme à femme. Donc, une fois le médecin de première ligne, il juge, c'est du ressort du spécialiste, certaines complications, certains terrains, certains traitements. Donc, le rythme de garde en endocrino, donc les terrains de stage. Donc, l'hôpital Arabta, donc c'est le service le plus grand en Tunisie. Il y a une 50aine de lits avec l'hôpital de jour, etc. Donc, presque une 60aine. Et l'hôpital Charles-Nicolle, un service plus petit, donc à peu près 14 lits uniquement. Aux femmes à l'Institut de nutrition, il fait 2 services de nutrition et un service d'endocrino. Donc, le service d'endocrino, une vingtaine, une trentaine de lits, ou l'hôpital militaire. Donc, on a les terrains de stage في تونس. bien sûr, في صفاقس, في سوسة, في مستير, ou في المهدية زيدا, des services spécialisés en endocrinologie. Donc, le rythme des gardes, voilà, ça dépend donc des terrains de stage, enfin, des stages plus cool, entre guillemets. Rabta, c'est le plus dur en termes de rythme de garde ou kolchay.
خاطر زاد فما les urgences donc انت l'hôpital مش كيما l'institut de nutrition ما فيهش urgence donc فماش des gardes-portes etc. et ils sont plus nombreux donc avec les 3 services où ils tracent les gardes qui m'a un service وحده dans un hôpital ou donc mais les résidents sont de plus en plus nombreux الحقيقة donc احنا قبل كنا un rythme de garde plus prononcé. On a par stage à 14 résidents avec les médecins de famille, donc 12 résidents spécialistes, ou 12 voilà, 3 médecines de famille, donc le rythme de garde est très acceptable. De toute façon, les urgences, comme ce n'est pas une spécialité très stressante, enfin, on a des urgences, que ce soit fait diabète, on a l'acidocétose diabétique, les comas hyperosmolaires, etc., l'insuffisance urинalienne aiguë, l'hyper ou l'hypocalcémie, les HTA sévères avec hypokaliémie, les urgences, mais on arrive à gérer, mais ce n'est pas de l'AREA, voilà, les formes où il y a une altération hémodynamique, voilà, une atteinte sévère, bien sûr, elles ne sont pas prises en charge dans l'endocrinologie, du moins. Donc, les gardes en général, elles ne sont pas très stressantes. Je n'ai pas Voilà, peut-être les stages optionnels les plus recommandés. Voilà, c'est au cas par cas. Tu as 4 ans d'endocrino ou je les ai optionnels. Sinon, ce qui peut être intéressant en médecine interne, bien sûr, la médecine nucléaire, c'est le fondamental pour maîtriser mieux un peu la pathologie thyroïdienne. Nutrition, Zeda, génétique, Zeda, c'est intéressant, c'est le fondamental. Et voilà. قلت لهم les CEC اللي يقراوهم. Les CEC, donc pharmathyroïdologie, CEC de thyroïdologie. CEC de podologie pour la partie le pied diabétique, donc le diabète la partie qui concerne le pied diabétique, ou c'est surtout la procréation médicale assistée pour tout ce qui est gonade, pathologie de la fertilité. D'accord. Ok, merci. Aïcha Karim. Voilà. Allez, bon courage. Merci, Fadlek. Au revoir. Dernière spécialité, donc on va laisser donc la parole au don de la section de néphro. Donc on va avoir avec nous docteur Badreddine Bekkaab et docteur Salah, c'est ça, معنا اليوم? Salut, docteur Mahjoub. Oui, Salah Saïd. Voilà, ou Salah Saïd. Donc, on va clôturer donc ce forum donc de spécialité. Par la dernière spécialité, c'est la néphrologie. Alors, je vais pas dire. Oui. Vous serez les derniers à passer. Malheureusement, il y en a quelques spécialités, 5 ou 6, on n'a pu joindre, malheureusement. Ah, mais bon, on a... Merci de médical. Alors, c'est une spécialité médicale où il y a de l'action. C'est une spécialité médicale où on est confronté à certaines situations, certaines urgences. Alors, la néphrologie, auparavant, est une branche de la médecine interne et pratiquement, elle traite presque le même domaine que, de façon générale, la médecine interne et tout ce qui est endocrinologie des maladies métaboliques au niveau rénal. La cardiologie aussi, il y a une interaction entre cœur et rein. C'est une spécialité de 4 ans. Alors, il y a une année, 3 ans, bien sûr, optionnel. Il n'y a pas un autre choix, c'est un service de néphrologie. En parlant
néphrologie. Actuellement, on a l'unité actuellement, le service de néphrologie militaire principal de Tunis. Il y a le service de l'hôpital Mongis. Et bien évidemment, il y a le service de néphrologie du KEF qui dépend de la faculté de médecine de Tunis. Bien sûr, il y a un service de néphrologie à l'hôpital Sehloul. Il y a un service de néphrologie à l'hôpital Fatouma Bourguiba à Monastir. Et il y a un service aussi de néphrologie on ne se fatigue pas tellement c'est panaché. Alors, la néphrologie, on peut la diviser essentiellement en 4 ou 5 branches. Il y a la première branche, c'est la néphrologie clinique. Néphrologie clinique, c'est là où on voit toutes les interactions entre les maladies et le maladies systémiques peuvent toucher le rein et là ça c'est un tout petit peu lié à la néphroclinique, c'est quelque chose de c'est possible actuellement prendre l'endopathologie dans les différents services, que ce soit l'acte et l'indrétation. Lorsque je dis c'est tellement que la petite partie parce que là on va mettre des îlets les immunologues, donc les collègues travaillent et on a bien artérielle, rein et insuffisance cardiaque, rein et diabète aussi, c'est une branche qui est en train d'augmenter de façon extraordinaire en néphrologie. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à apprendre en néphrologie et sincèrement dans les terrains de stage, vraiment Arba Snin, mais généralement c'est garanti, on aura à la fin un excellent néphrologue qui assure au moins la prise en charge de ce qui est nécessaire et ce qui est lié à la néphrologie. Alors, concernant la formation, bien sûr, le collège travaille. On a un collège qui est très, très, très actif. Des formations continues, le résident présente, le résident propose. Le résident, il est au centre d'intérêt et au centre, bien sûr, de la formation et c'est lui qui propose pour assurer et garantir sa propre formation. Concernant les perspectives dans l'universitaire, c'est ouvert, mais malheureusement, la demande parfois elle n'est pas assez importante. 3, 4, 5 postes
ويتقدموا كان واحد ولا deux candidats. Dans le privé aussi, elle a sa place et c'est une spécialité en bloc. Mais bien évidemment, نحبوهم يقعدوا في الببليك, mais aussi bien حتى البريفي يخدموا بالكدا. Aussi bien dans le privé, à l'étranger, c'est une spécialité qui est très demandée. Vous voyez actuellement le nombre de postes qui sont ouverts pour le concours ECN. Voilà, je pense que c'est ce que j'ai préparé pour vous concernant la néphrologie. Peut-être Salah, il a beaucoup d'autres choses à ajouter, à donner concernant la néphrologie. Salah, c'est un résident en 4e année. Là, il est très actif et je pense qu'il est à la fin de son cursus, donc il peut vous parler très bien de la spécialité. Salah. Merci Dr Kaab, bonsoir à tous. Donc merci de m'avoir associé au forum des spécialités. Tout d'abord, mabrouk les nashro في الريزيدان alcool. Donc Dr Kaab a fait le tour de ce qui doit être dit sur la néphro, mais je vais rajouter quelques petits points. Donc tout d'abord, je vous invite à faire une spécialité que vous aimez. Et la néphro, c'est une spécialité qui s'aime. Elle peut parfois sembler difficile à aimer, vu qu'au cours de l'externat, moi je l'ai un stage de néphrologie, vu que une spécialité un peu compliquée, un peu surtout si on n'a pas fait de stage de néphrologie. Tout le monde sait que la néphro, c'est une spécialité de réflexion, une spécialité où il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est un terrain vaste d'apprentissage, mais c'est une spécialité logique de raisonnement clinique par excellence. Donc le cursus, comme il a dit, donc il se divise en quatre années, donc 3 années de stage obligatoire de néphro, un passage obligatoire en néphroclinique pendant 1 année et demie, 6 mois de transplantation rénale et 1 année en épuration extra-rénale, 6 mois obligatoires en hémodialyse et 6 mois où on peut faire dialyse péritonéale ou repiquer en hémodialyse, et 1 année de stage optionnel. Alors, donc, le quotidien d'un résident de néphro, c'est un quotidien qui est chargé. Donc, on ne chôme pas. Le rein, on disait avant que la néphro était la poubelle des spécialités, mais je dirais plutôt que le rein, c'est le chef d'orchestre de tout l'organisme. Et le néphro est au centre de la prise en charge des patients, que ce soit en intra-hospitalier ou dans le privé ou donc partout. Et on a toujours et de plus en plus besoin d'un néphrologue à côté. Et nous aussi, on a besoin de nos autres collègues avec lesquels nous collaborons étroitement dans la prise en charge de nos patients. Donc, je donne un exemple pratique. Première néphropathie qui met les patients en hémodialyse, c'est la néphropathie diabétique. Et là, on récupère donc les patients de nos collègues endocrinologues avec lesquels on collabore étroitement dans la prise en charge donc des patients au cours des insuffisances rénales aiguës, donc au cours des par exemple au cours des GNRP, où nous avons besoin d'une réponse rapide de nos collègues immunos, donc qui sont sur le coup avec nous. Et là, on collabore avec nos collègues immunos, avec nos collègues gastro, avec nos collègues chirurgiens. Donc, on est en étroite collaboration avec tout l'hôpital. Comme on l'a dit, donc le rein, c'est un chef d'orchestre. Le rein, c'est le meilleur des réanimateurs. Le rein, c'est une glande endocrine. Donc, en tant que résident de néphro, vous aurez à connaître énormément de choses sur le volet réanimatoire, sur le volet donc des autres spécialités médicales, comme je l'ai dit, donc avec l'endocrino, la gastro et tout. Donc, la néphro, c'est une plaque tournante aussi. Donc, on peut pas être, on n'est pas en fait, on est spécialiste d'organes, c'est vrai, mais on ne se limite pas qu'au rein, parce que, je le redis encore une fois, le rein, c'est un chef d'orchestre. Et il est au centre du maintien de l'homéostasie du corps humain. Et donc, c'est pour ça que être néphro, c'est un peu être au centre, je le redis encore une fois, être au centre de la prise en charge. Comme on l'a dit, on ne le chôme pas. On a le volet interventionnel avec le cathétérisme. Donc, pour les passionnés de la transplantation d'organes et de la médecine de transplantation, donc la transplantation rénale, elle est très active. On est très actif en matière de transplantation d'organes, en matière de néphroclinique aussi. Donc, toutes les pathologies qui peuvent sembler un peu bizarroïdes ou un peu méconnues du grand public que nous récupérons. Donc, par exemple, comme les patients qui ont des acidoses tubulaires, donc les maladies systémiques, vu que le rein, c'est un organe qui parle, qui est très expressif et qui est très explosif sur le coup. Et donc, nous les récupérons aussi. Nous voyons beaucoup de systémiques. Donc, je le redis encore une fois, donc on ne chôme pas et on est au centre de la prise en charge.
Ça, c'est d'une part. Donc, d'autre part, pour les passionnés de sciences fondamentales aussi, avec le volet anapathie rénale, ils trouveront leur bonheur parce que l'anapathie rénale, c'est nous qui réalisons l'acte et c'est nous qui lisons nos propres limbes. Donc, la néphro, on peut aller à plusieurs vitesses. On peut se sous-spécialiser en anapathie rénale, ou aller vers les urgences. Et actuellement, tout service de néphro, surtout à l'étranger, mais même en Tunisie, je pense que ça va commencer à se démocratiser. Tout service de néphro doit comporter une unité d'USIN et donc une unité de soins intensifs en néphrologie. Et donc, nous voyons des malades aigus, des malades réanimatoires. Et comme vous le voyez, nous voyons tout le spectre des patients, des moins graves aux plus graves. Donc, des patients qu'on peut gérer à froid, des patients jusqu'aux patients qui nécessitent une prise en charge urgente. Et donc, on est, comme l'a dit Dr Karab, c'est une spécialité où il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'adrénaline. On roule à 180, 200 à l'heure, toute la journée. Pour les gardes, ce sont généralement qui sont fatigantes, il faut l'avouer. Le rythme de garde, généralement, c'est gérable, mais les gardes, elles sont fatigantes. Donc, vous serez sollicité généralement 24 heures sur 24. Donc, surtout pour les séances d'hémodialyse en urgence. Donc voilà, je pense que ça c'est pour le volet cursus. Pour le volet avenir en néphrologie, pour ce qui est du volet hospitalo-universitaire, avec l'ouverture des nouveaux postes, des nouveaux services de néphrologie, il y a de plus en plus d'opportunités de faire une carrière affût pour les passionnés. Pour les personnes qui veulent aller dans le secteur libéral, il y a beaucoup de terrains vierges. Donc, comme on l'a dit, on a de plus en plus besoin de néphro. Il y a beaucoup de terrains vierges à explorer. Pour ceux qui veulent partir à l'étranger, les néphros sont toujours très recherchés, notamment dans les pays du Golfe, en Europe. On a, par exemple, l'examen de l'ECN, c'est l'une des spécialités les plus choisies parmi les majors de l'ECN. Donc, je pense que nous avons répondu à la majorité des questions qui pourraient nous être posées. S'il y a d'autres questions, Marc Pébican. Oui, juste pour les CEC, Dr Mahjoub. Alors, concernant les CEC, pour la formation, alors il y a un CEC de lithiase à Sfax, CEC d'hypertension artérielle à Sfax, il y a un CEC maladie systémique à Sousse, il y a un CEC urgence néphro à Monastir, c'est un CEC très intéressant, je pense, qui a une place importante dans la formation du futur néphrologue. Et le CEC d'infectieux aussi et de pédiatrie à Tunis. Donc là aussi, pour la formation, c'est les garanties, bien sûr, et c'est en parallèle avec ce qui se passe dans le collège, parce que dans le collège, sincèrement, parfois, il peut y avoir deux collèges par mois. Donc c'est une activité presque régulière avec un programme préétabli sur une année. Voilà. Ouais. Et surtout avec le programme du collège. Donc généralement, c'est presque à 100%. C'est des présentations d'excellente qualité où on apprend énormément, qui sont très très bien organisées. Et donc voilà, j'ai eu le plaisir d'assister à 2 collèges de néphro, avec Dr Ounis actuellement avec Dr Barbouche. Et c'est un collège qui marche. Donc c'est un collège qui s'investit en fait dans la formation du résident de néphro. Avec de la pratique et du théorique, hein. De la pratique et du théorique. Le dernier collège, c'était un collège destiné à l'hémodialyse, mais la salle de traitement de l'eau où on va la voir, jusqu'à le petit point essentiel de la machine d'hémodialyse. Et pour être sûr que les résidents ont eu une excellente formation, le collège a procédé par des mini-formations, c'est-à-dire on va diviser les résidents sur les différents services. Mais à 4 à 5 résidents seulement, la formation dans un service X. Les autres résidents vont être répartis dans les autres services pour assurer une bonne formation. J'ai des résidents au cours d'une séance ce qu'il y a exactement sur le plan technique et ça marche très bien. Donc, le collège de néphrologie, c'est un collège qui se base aussi bien sur la pratique,
et que quand on dit pratique, c'est tout ce qui est pratique résident qui va essayer de voir le matériel. Pourquoi pas faire des actes sur les mannequins? Il y a la simulation aussi qui est en train d'être développée dans le collège, mais aussi le théorique. Alors le théorique, c'est pas le senior qui va présenter un cours simple, non, c'est une interaction senior résident, parce que toujours le résident doit être là pour assurer sa propre formation. Alors j'ai vu une question concernant le privé. En fait, et là je vais insister sur un point très important concernant la néphrologie, et je le dis toujours, la néphrologie, c'est pas une spécialité de chiffre de créatinine élevé. Moi, personnellement, sur 10 ans, une centaine de patients suivis en ma consultation externe, j'ai une dizaine de patients qui sont en insuffisance rénale chronique terminale. Parce que le rôle du néphrologue, c'est pas préparer le patient seulement ou assurer l'hémodialyse. Le rôle actuellement, c'est la néphroprotection. Eh ben, il faut s'investir dans la néphroprotection, et ça nécessite un travail important, et c'est un pur plaisir. Vous allez voir comment votre patient arrive avec des chiffres de créatine un tout petit peu élevés, et après une prise en charge néphrologique, il va récupérer doucement, et ça va diminuer sa protéinurie, et c'est un résultat. Alors, concernant le travail privé et dialyse, vous n'êtes pas obligé d'avoir un centre d'hémodialyse pour exercer dans le privé, parce que actuellement, dans les différentes structures privées, il y a des machines d'hémodialyse avec lesquelles vous pouvez travailler, mais j'insiste, la néphrologie, il y a la dialyse, il y a le côté urgent, il y a le côté épuration, mais le plus important actuellement, et l'investissement le plus important dans la néphrologie actuelle et dans le futur, c'est le concept de néphroprotection, et c'est important. Docteur Badreddine, la greffe rénale. Oui. Est-ce que vous y participez? Comment ça se passe? Ah oui. Alors tout d'abord, celui qui va préparer, tout d'abord, quand on parle de transplantation rénale, c'est dans le public. Hein. Bien évidemment, il y a pas de greffe dans le privé. C'est un acte qui se fait exclusivement dans les différents services et CHU du CHU donc public. Alors, c'est le néphrologue qui va préparer le patient. Tout d'abord, c'est le néphrologue qui va poser l'indication. Bien sûr, la transplantation rénale, c'est le traitement idéal de l'insuffisance rénale chronique terminale. Et donc, c'est le néphrologue qui va indiquer la biopsie rénale. C'est le néphrologue qui va préparer le patient. Il a tout un bilan à préparer, que ce soit pour celui qui va être greffé, mais aussi pour les donneurs vivants. Tout le bilan va être préparé par le néphrologue. Au cours de l'intervention, le néphrologue assiste. Il y a des choses un tout petit peu techniques qui sont réalisées par les collègues néphrologues qui sont surspécialisés en transplantation rénale. Et bien évidemment, immédiatement après, le suivi après, il va être assuré exclusivement. Parfois, il va y avoir un travail au début des collègues anesthésistes, mais par la suite, ça va être le néphrologue, bien évidemment, qui va assurer le suivi, qui va prendre en charge les complications immédiates, les complications à moyen, à long terme, la manipulation des traitements. C'est toute une surspécialité. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas tous les néphrologues qui assurent le suivi des malades qui ont une transplantation rénale. Ça nécessite une formation, ça nécessite de l'expertise, bien évidemment, qui va être acquis après. Au cours bien sûr des stages du cursus de néphrologie. Et pour ceux qui s'intéressent encore plus à la surspécialité, ils peuvent bien sûr partir pour un stage de perfectionnement à l'étranger pour être plus solide concernant la transplantation rénale. Mais vous voyez, c'est avant, au cours et après, bien évidemment, c'est le néphrologue qui va assurer ces étapes. Juste à titre de rappel, si je peux permettre de rajouter un petit quelque chose. Merci. Donc, il faut rappeler. Donc, je tiens à rappeler que l'activité de transplantation rénale est lancée en Tunisie depuis 1986. Donc, elle a été lancée à l'hôpital Charles-Nicolle, et que depuis, donc, plus de 700 transplantations rénales ont eu lieu à Charles-Nicolle seulement. Donc, plus de 90 à la Rapta en 10 ans. Donc,
Et donc, il y a dans tous les autres CHU qui pratiquent la transplantation rénale. Donc, pour avoir moi-même fait mon stage de transplantation rénale il n'y a pas longtemps, donc je peux vous dire que l'activité en transplantation rénale, ça roule aussi à 1000 à l'heure. Il y a beaucoup de malades, que ce soit en préparation, que ce soit, il y a beaucoup de choses à faire pour les malades au cours de l'acte, que ce soit et à la prise en charge en post-opératoire, évidemment. C'est un autre volet de la médecine. Ce n'est pas de la médecine classique, mais c'est un volet tout aussi passionnant où il y a donc une interaction, donc c'est intriqué donc entre néphroclinique, avec immuno, avec infectiologie, avec pharmacologie, où on va voir donc l'aboutissement donc de cette médecine de pointe dans l'activité de transplantation. Autre chose donc que je tiens à rappeler donc pour ce qui est donc de la maladie rénale chronique, c'est une histoire au cours de laquelle on va suivre nos patients. Comme l'a dit Dr Karab, le point fondamental c'est la prévention et idéalement donc on doit travailler encore plus donc sur la prévention. Donc la maladie rénale, on peut la prévenir. D'autant plus que les facteurs de risque ils sont courants, ils sont communs. Donc mais aussi donc c'est un cheminement où on va voir notre malade dès qu'il vient avec cette petite élévation des chiffres de créatinine, parfois pour laquelle il est adressé. On va gérer donc la maladie causale, que ce soit une maladie primitive, donc une maladie liée au rein seulement, ou une maladie générale. Ou donc une fois donc que le patient est passé au stade d'insuffisance rénale chronique, on va continuer le suivi parfois sur des années. Donc plus tard, donc il va passer un autre chapitre de sa vie, donc en épuration extra-rénale, puis idéalement en transplantation rénale. Et donc c'est un peu une histoire de vie donc qu'on voit avec ces patients-là. On voit aussi donc avec les patients qui ont une insuffisance rénale aiguë, donc le volet aigu comme c'est dans le nom de la pathologie, où on va sauver notre patient et où notre intervention elle est fondamentale aussi. Donc tout ça pour vous dire donc que qu'en néphrologie on ne chôme pas, on travaille avec tout le monde en collaboration avec tout le monde. Tout le monde a besoin de nous et nous avons besoin de tout le monde. Et donc c'est l'un des aspects qui me fait toujours aimer la néphrologie. C'était un coup de foudre il y a 4 ans, ça l'est toujours et j'espère que ça continuera. Ça va continuer, Inch'Allah. Ok, Ya'tikum al-Saha, moi je vous souhaite que vous choisissez donc la spécialité les ta'jibkom, que vous soyez passionné, qui masal tawa, et quand vous êtes passionné, vous allez exceller, vous allez adorer votre spécialité, toutes les spécialités que lui كيفاش هو غزال في عين النوم هو اللي ياخذ اي سبيسياليتي باش يحبها اي وقت اللي يحبها ينجم يطير بها ويوصل وين ما يحب هو معناتها ويحس روحه ديما ألاز et il peut avancer. Inch'Allah pour les futurs résidents, Inch'Allah, on vous souhaite le meilleur. Donc surtout que vous avez été pendant toute une semaine encadré par les meilleurs. Je pense qu'on vous a عاوناكم على الأقل quelques idées par rapport aux spécialités. تخيل عملت الدورة نتاعكم donc احنا زدنا لكم quelques éminents spécialistes في كل سيرفيس وإن شاء الله pourquoi pas dans 4 ou 5 ans نلقاكم لهنا واحد فيكم يحكي كيما صالح هكايا avec passion sur la spécialité qu'il a choisie et forcément يتبدل شيء من عام لعام. Donc, in fine, merci infiniment les différents collaborateurs, les différents collègues, les saharnahum معنا pendant toutes ces soirées. C'est pas toujours évident. Samedi soir معنا les futurs résidents, Inch'Allah بالتوفيق. فهمتني وليلتكم زينة. Merci beaucoup, Dr. Mahloub. Voilà, bye bye. Merci. Ciao. Bye bye. Merci. Bravo. Ciao. Voilà. Bon courage. Courage, صباح الخير الناس الكل. Merci.